Grüezi miteinander. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en direct depuis Saint-Gall. Nous allons parler du 10e baromètre des consommateurs des énergies renouvelables en collaboration entre l'Université de Saint-Gall, Suisse Énergie et Raiffeisen Suisse. C'est la 11e fois qu'on a effectué cette enquête et vous l'avez bien compris, ça veut dire que l'on a commencé en 2011. C'était longtemps avant la conférence climatique de Paris ou Finance for Future ou la loi sur le CO2. Il s'agit véritablement d'un projet sur le long terme. 2011. Alors, si on se souvient de cette année, il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes par rapport à aujourd'hui. Une voiture électrique, c'était quelque chose vraiment pour certaines rares personnes, c'était exotique. Entre-temps, il y en a beaucoup. Nous avons donc 10 000 personnes qui ont une telle voiture dans le garage et selon l'OFS, moins de 2% donc sont complètement soutenus par batterie à l'heure actuelle, mais au niveau également donc énergétique. Lorsque l'on parle de chauffage au mazout, ce serait très rare aujourd'hui d'avoir le chauffage au mazout. Et au contraire, on a les pompes à chaleur, les installations photovoltaïques qui sont de plus en plus appréciées. 60% toutefois des bâtiments en Suisse sont toujours donc sur base d'énergie fossile, donc mazout ou gaz. Mais si on regarde l'avenir, si on voit à quoi ça ressemble, il faut penser à l'attitude et il faut penser donc à la vie des personnes par rapport aux énergies renouvelables. À cet effet, on a le baromètre des consommateurs des énergies renouvelables. C'est Stéphane Garin qui va nous en parler maintenant. Das Kundenbarometer Erneuerbare Energien untersucht seit 2011 die Präferenzen der Schweizer Bevölkerung in Energiefragen. Es basiert auf einer repräsentativen Umfrage von über 1000 Teilnehmern. Il cambiamento climatico è una realtà. Nell'estate 2021 siamo stati testimoni di fenomeni meteorologici estremi, inondazioni in Svizzera e in Germania, ondate di calore e incendi nel Mediterraneo. Per questo gli intervistati credono che sia necessario prendere provvedimenti in campo economico, politico ed educativo. 68% des Suisses sont d'accord, ou plutôt d'accord, avec l'affirmation que le rejet de la loi sur le CO2 en juin 2121 n'était pas un non à la protection du climat. Inoltre il 62% degli intervistati crede che gli investimenti delle banche all'estero in energie fossili siano un rischio per la piazza finanziaria svizzera. Vier Schlüsseltechnologien verzeichnen hohe Zuwachsraten. Dazu gehören Solaranlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Elektroautos. Während sich Wärmepumpen schon lange großer Beliebtheit erfreuen, zeigen Elektroautos und Photovoltaik ein exponentielles Wachstum. Dieses Wachstum wird getrieben von der Kundengruppe der Early Electrifiers. Diese Kundengruppe verteilt sich gleichmäßig auf die Sprachregionen, ist eher männlich, ist gut ausgebildet, wohnt eher in Städten und verfügt über ein hohes Einkommen. La mobilité électrique connaît une forte croissance. Cela pose la question de savoir où recharger sa voiture électrique. Comme en Norvège, pays pionnier en matière d'électromobilité, on parle beaucoup des bornes de recharge publiques, mais en fait, les gens rechargent surtout à la maison, lorsque la voiture est dans le garage pendant la nuit. Il existe encore un potentiel de recharge sur le lieu de travail, qui ne joue qu'un rôle mineur aujourd'hui. Si de plus en plus d'employeurs donnent à leurs employés la possibilité de recharger leur voiture sur le lieu de travail,
Ça va faciliter le solar mobility, d'utiliser l'énergie solaire pour l'électromobilité, car le soleil brille pendant la journée. Ad oggi l'energia solare viene principalmente prodotta con pannelli solari sovrapposti ai tetti delle case. Un'alternativa sono i pannelli solari integrati negli edifici. Questi sono pannelli che sostituiscono le tegole o gli elementi della facciata e fanno sì che l'involucro dell'edificio produca energia. I pannelli solari integrati negli edifici non sono ancora molto noti tra i consumatori svizzeri. Solo l'1% degli intervistati dice di possedere un sistema solare integrato. Voilà comment pense la Suisse lorsque l'on parle des énergies renouvelables, la protection climatique. Et on a vu que vraiment il y a beaucoup d'implications. Alors, quelles sont les implications maintenant classiques et concrètes? On va en parler avec 3 experts. Rolf Wüstenberger, directeur de la chaire de gestion des énergies renouvelables de l'Université de Saint-Gall, spécialiste en énergie renouvelable. Ensuite, nous avons notre collègue qui est responsable d'Investment Services chez Raiffeisen, puis le chef de programme de Suisse Énergie, responsable des énergies renouvelables, donc et représentant de la Confédération, mais il est très important pour nous donc de ne pas seulement parler avec Rolf Wüstenhagen, Daniel Bücher, Arthur Honegger et Roland Altweg. Il est très important donc vraiment de parler avec vous. Vous pouvez donc noter vos questions dans le chat, on en parlera. Alors, lorsque l'on entend ces résultats de l'enquête, on pourrait être optimiste, on pourrait dire très bien, les Suisses sont vraiment prêts à faire beaucoup de choses pour la protection climatique, mais en même temps, on remarque à Glasgow que on n'est pas tout près des solutions. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les objectifs définis par Paris. Et on a vu qu'il y a eu un rejet, bon, limite, mais quand même un rejet de la loi sur le CO2 en Suisse. Rolf Wüstenhagen, alors est-ce que ça veut dire que les gens précisent « oui, j'ai envie de faire quelque chose pour le climat », mais lorsqu'il s'agit de faire du concret, il ne se passe rien? Alors, réponse, je pense qu'il faut effectuer une différenciation. L'attitude par rapport aux énergies renouvelables sont positives et sont vraiment authentiques. On le voit. Donc, il y a de plus en plus de voitures électriques sur les routes, mais lorsqu'il s'agit de votation, c'est autre chose. Là, on a des émotions qui jouent un rôle très important et ces émotions, bien sûr, elles peuvent avoir un impact sur les préférences que l'on mesure. Lorsqu'il s'agit de décisions d'achat, lorsqu'il s'agit de votation, on a d'autres facteurs qui jouent un rôle prépondérant. Et donc, ça modifie potentiellement l'image que l'on voit. Donc, tout dépend si on parle de la situation générale ou de soi-même. Tout à fait. Et lorsque l'on a les émotions lors de votation, ça, bien sûr, ça a un impact sur les autres, c'est communicant. Et lorsque l'on a le groupe pour et le groupe contre qui se rencontrent, on a d'autres facteurs qui sont impliqués par rapport à ce que l'on pense soi-même, seulement des énergies renouvelables. Roland Altweg, à quoi ressemble maintenant cette action concrètement? Donc, on voit la rénovation énergétique au niveau des bâtiments. Quelle est cette présence sur le marché? Est-ce que c'est important? Oui, alors on sait entre-temps que le nombre de bâtiments âgés est très élevé, plus de 40% et plus de 2/3 des bâtiments ont plus de 40 ans en Suisse. Et on a un taux de rénovation qui est quand même assez faible. On remarque que avant
on achetait un appartement, une maison surtout sur la base de l'optique. On voyait la cuisine, la salle de bain, à quoi ça ressemble esthétiquement, et on oubliait les énergies. Or, on remarque que depuis quelques années, les thématiques de l'énergie gagnent du terrain. Ça intéresse les clientes et les clients. Notre but, nous, en tant que banque, c'est qu'il n'y ait pas des besoins inattendus, imprévus de rénovation, que ça ait lieu dans le cadre d'une planification. Et là, on a notre banque Raiffeisen qui est pour la planification de la rénovation. Nous avons des mesures énergétiques et non énergétiques qui sont combinées, et ça, c'est la voie à emprunter. Donc, pas seulement une dimension énergétique et non énergétique. Non, il faut les différents modules, et il faut bien dire que les émotions, c'est important, et la partie énergétique, ça compte vraiment pour les clients. Ça veut dire que vos clients sont convaincus qu'il faut faire quelque chose pour la transition énergétique, même si ça coûte plus cher. Réponse, oui, le marché est pour des adaptations. On a des technologies meilleures, on a des coûts inférieurs, on a de plus en plus de clients qui s'intéressent aux énergies renouvelables, et ça peut être financé. Ça veut dire que pour moi, si j'effectue cet investissement et si je pense au return on investment, il s'agit de chiffres attrayants, on peut en parler aux clients maintenant. Ce n'est pas seulement quelqu'un donc de fanatique qui veut absolument défendre le climat, qui va seulement miser sur de telles énergies renouvelables. Non, tout le monde peut bénéficier de cet attrait. Oui, alors Daniel Bussière, est-ce que ça suffit, ou est-ce que la Suisse, en tant que pays avec un grand bien-être, avec donc de nombreuses industries, est-ce que la Suisse devrait faire plus en termes d'action? Oui, je pense qu'on doit en effet agir. On pourrait donc être plus pionnier. Il est important de donner envie aux gens d'être first movers. C'est quelque chose qui n'est pas un must, c'est quelque chose qui est source de plaisir, de satisfaction. On peut être fier d'avoir une installation photovoltaïque. On a les propriétaires de telles installations qui regardent combien ils ont produit en termes d'énergie, qui sont fiers, qui sont heureux. Même chose pour la mobilité électrique, c'est une source de bonheur. Et ça, c'est important pour les particuliers. Il ne s'agit pas seulement de calcul en termes d'économicité. Non, il s'agit de bien-être. On peut être fier de soi, on peut se sentir à l'aise. On a envie d'investir son argent pour la transition énergétique, pour une situation meilleure, pour se sentir mieux si on agit ainsi. Et on a ainsi aussi une qualité de vie accrue. Ça, c'est important. C'est ces messages-là qu'il faut faire passer. Je pense que les gens vont regarder ça comme chance et vont avoir l'impression que c'est vraiment avec optimisme qu'ils peuvent emprunter cette voie. Merci beaucoup. C'est intéressant, un facteur de bien-être. Comment agir? Comment faire en sorte que ce soit vécu? Je pense que ce sont les exemples positifs qui comptent. Il ne faut pas seulement partir du principe que la politique ou les scientifiques disent « vous devez faire ainsi ». Non, il faut que l'on ait ces expériences. Et on le sait, pour les personnes, ce ne sont pas les experts qui sont toujours ceux qui donnent les meilleurs conseils. Ce sont plutôt les voisins, les amis qui font la même chose et qui disent « ouais, j'ai une voiture électrique, elle fonctionne très bien ». Et au début, je me demandais, est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle fonctionne bien, cette voiture? En fait, si, elle roule super bien. Et c'est même beaucoup plus agréable d'avoir une voiture électrique qu'une voiture à combustion fossile. Ça, c'est chouette. C'est ainsi dans la société. Il ne s'agit pas seulement de mandats, de politiciens, d'experts scientifiques. Non, il s'agit d'un mandat sociétal. On parle de cela, on échange les expériences positives avec les amis, avec les proches, et c'est ainsi que l'on a ce bonheur. Donc, le plaisir de conduire, alors je ne veux pas faire de pub pour certaines marques automobiles, mais justement, on parle de Early Electrify. On en a parlé précédemment. Et parlons maintenant du secteur industriel. Ce que l'on voit, pas seulement dans le baromètre des consommateurs des énergies renouvelables, mais de façon générale,
on voit que l'innovation climatique, ça peut être un moteur de croissance, surtout au niveau de la mobilité, au niveau des voitures électriques. Rolf Ustenhagen, dites-nous par rapport aux croissances. Oui, le système photovoltaïque, pompe à chaleur, voiture électrique. On voit justement que les différents domaines croissent et le système de voiture électrique progresse. C'était 20% d'hybrides, voitures électriques. L'année dernière, 20%. Et il y a encore un grand potentiel. C'est déjà beaucoup et ça peut être encore plus. Et à l'inverse, les produits que l'on a vendus jusque-là, donc voitures diesel, au carburant classique. Tout cela, c'est lié à une mauvaise qualité de l'air. Et les gens ont envie de changer, ont envie de passer aux voitures électriques. On le voit. Maintenant, qu'en est-il par rapport aux obstacles? Les gens qui ont des doutes, qui sont inquiets, on se dit, oui, j'ai quand même envie d'acheter une voiture électrique. Et je l'entends souvent, ils disent, oui, mais tout ça avec le bilan énergétique, finalement, les batteries, ça ne respecte pas vraiment l'environnement. Ça recule, hein, ces arguments. Ils ne sont plus si prépondérants que cela, n'est-ce pas? On voit ces expériences au quotidien qu'ont les clients au niveau installation, par exemple, au niveau solaire, panneaux solaires ou voitures électriques. Tout le monde connaît des gens qui ont des panneaux solaires ou qui ont une voiture électrique. Et lorsque l'on a cette propagande, entre guillemets, positive, lorsque l'on entend ces expériences positives, eh bien, les préjugés disparaissent. Et on a une crédibilité des arguments. Comme Daniel Bussière l'a dit, c'est ce que l'on écoute le plus, ses voisins, ses amis. Oui, mais au niveau infrastructurel, on se demande alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux avoir une telle installation, une telle solution? Et le facteur décisif, ce sera si je regarde, est-ce que je peux trouver une solution au concret, au quotidien? Alors, réponse, après le choix de l'achat, on a les préférences qui changent. On a vu que 71% des gens, si on leur demande, ils pensent qu'ils vont donc charger leur voiture à la maison, et c'est même 87% des gens qui vont recharger leur voiture à la maison après l'achat de la voiture. Donc on voit que c'est vraiment là qu'il faut trouver une solution pour les voitures électriques. Sweet Home, alors, même pour la mobilité électrique. Daniel Bucher, alors maintenant j'aimerais beaucoup écouter votre perspective au niveau immobilier. On a réussi également grâce à Suisse Énergie, on a appliqué des standards, Minergie et autres, et ça va bien au-delà même des frontières helvétiques. Est-ce qu'il serait envisageable donc d'établir de tels standards pour la mobilité électrique et les bornes de recharge? Réponse, oui, nous sommes surtout un peuple de locataires en Suisse. Alors, il y a quelques obstacles, certes, mais on peut quand même fixer des standards, des normes. Et si les gens rechargent leur voiture à la maison, si on a un bail, on peut peut-être trouver une solution, parce que lorsque on a, bon, bien sûr, à la maison des solutions, c'est bien, mais n'oublions pas qu'il y a aussi les zones bleues. Il y a des gens qui n'ont pas de place de parking, qui doivent garer leur voiture dans des zones bleues. Et là, c'est une solution publique qu'il faut proposer. Donc, je pense que les pouvoirs publics ont aussi une solution à proposer. Il n'y a pas seulement les solutions au travail ou dans la zone privée, dans son garage privé, son parking privé, mais aussi à l'extérieur, dans les zones bleues. Et donc, il ne faut pas seulement voir donc où les gens travaillent, mais aussi où les gens habitent. Et il faut mettre une infrastructure à disposition dans ces zones résidentielles. Je pense que la Suisse peut faire plus et, en effet, pourrait intégrer des standards, des normes internationales ou internationaux. Oui, alors, imaginons standard Minergie. Il faut combien de temps jusqu'à ce que je puisse dire, voilà, on a un nouveau bâtiment, ils vont sûrement avoir des bornes de recharge? Combien de temps attendre encore? Alors, je pense qu'il ne va pas falloir attendre très longtemps jusqu'à ce que tous les propriétaires soient sensibilisés et proposent des solutions, soit louées, soit achetées.
une station de recharge, une borne de recharge. Donc, cette sensibilisation, je suis sûre que les 2 à 3 ans, elle aura eu lieu, que justement les propriétaires proposeront de telles solutions. Peut-être qu'il n'y aura pas encore de borne de recharge aujourd'hui, mais il faut y penser si donc on souhaite avoir des acheteurs ou des locataires. Très bien, oui, on a aussi donc les propriétés donc par étage. Maintenant, si on a donc ces maisons justement avec différents appartements, est-ce qu'il y a déjà des bornes de recharge dans les garages ou est-ce qu'il y a une crainte? On ne veut pas être les premiers, entend-on. Oui, je tiens à ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Daniel Böscher. Il y a des demandes de plus en plus accrues. Lorsque je souhaite louer un appartement, eh bien, les gens sont de plus en plus nombreux à dire « je veux une borne de recharge ». Alors déjà, combien y a-t-il de bornes de recharge dans les garages? Il y a des restrictions technologiques, mais on voit qu'il y a une plus grande ouverture. Et pour certains locataires, on cherche déjà des solutions ad hoc. Je pense qu'il faut 2-3 ans, en effet, jusqu'à ce que vraiment ce soit un standard, que ce soit la norme. Mais bien sûr, ça ne va pas tout changer du jour au lendemain. On ne va pas avoir une infrastructure à vaste échelle qui sera intégrée. Mais je pense qu'il va y avoir toutefois une croissance exponentielle. Et je suis convaincue que la demande, elle est là aujourd'hui et que les propriétaires de maisons, donc qui louent leur maison, il va falloir trouver une solution. Et bien sûr, pour les propriétés par étage, ça va devenir aussi la norme. À la maison, quelle que soit la maison, c'est le game changer. On a encore l'endroit où l'on travaille. Comment se profiler en tant qu'employeur en disant « nous avons l'infrastructure pour les voitures électriques ». Réponse, là aussi, il y a une prise de conscience qui est vraiment présente chez Raiffeisen. On a concrétisé tout cela, c'est la norme aujourd'hui. Si je vais dans un garage d'un bâtiment Raiffeisen, c'est la norme, c'est ainsi. On a des bornes de recharge. C'est la seule solution pour l'avenir. Et pensons justement à une grande entreprise. Comment souhaite-t-on gérer son parc de voitures ? Il est évident que si l'on mise sur l'avenir, on mise sur les véhicules électriques. Il faut alors des bornes de recharge et c'est un plus, pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour les employés. Tout le monde se positionne, parle de la durabilité. Et selon moi, c'est la possibilité, ces bornes de recharge, pour montrer, oui, on n'en parle pas seulement, on agit également. Pour les collègues, pour les employés, pour les early electrifiers qui jouent un rôle central, comme on l'a vu dans l'enquête. Je dois penser à Roger Chavinsky. C'est parce qu'en fait, c'était un des premiers que j'ai connu qui a eu donc une Tesla. Entre-temps, ce n'est plus le seul conducteur de Tesla, mais c'est Early Electrifier, ça représente ce portrait qu'on a montré un homme assez jeune, urbain, etc. Ces échanges, justement, c'est important. Et je pense qu'il est important, justement, de connaître quelqu'un qui partage ses expériences en direct encore plus que même les infos sur Internet, non? Oui, alors, il y a 10 ans, on en a déjà parlé. On était rares. Je l'ai vu en Norvège, par exemple. J'ai loué un véhicule électrique. Je suis allée en ville et on avait donc les 3 conducteurs Tesla qui se donnaient des explications pour montrer voilà comment ça fonctionne une borne de recharge. C'était tout nouveau. Mais on savourait cela. Mais c'était pour les innovateurs. C'était pour les 2% qui font le pas, qui sont des pionniers. C'était une niche. Et maintenant, c'est un marché de masse. Maintenant, pour les 10 à 15% supplémentaires, comment les atteindre? Il faut que ce soit pratique, convenient, comme on dit en anglais. Et ça, c'est grâce aux bouche à oreille, c'est évident. Grâce à ces expériences personnelles et grâce à ce que l'on observe. En effet, il s'agit d'une croissance exponentielle. Pour les véhicules électriques, d'accord, je comprends, mais maintenant, pour les bâtiments, est-ce que c'est la même chose pour les early electrifiers?
Chez mes collègues, il y a des gens qui ont des panneaux solaires et qui ont donc une voiture électrique. J'ai même un collègue qui a pu nous démontrer tout ça en direct. Grâce à son installation solaire, à ses panneaux solaires, il peut recharger sa voiture. C'est extra, il est vraiment super fier. Donc, je pense que ça va devenir de plus en plus mainstream. Oui, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, téléspectatrices, que vous pouvez poser vos questions à nos experts, que vous soyez early electrifiers ou pas. On sera ravis de lire et de voir vos commentaires. Alors maintenant, si on reste dans le secteur des bâtiments, certaines technologies se sont intégrées. Les pompes à chaleur, c'est l'exemple principal. Au niveau de l'énergie solaire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une grande croissance que l'on voit. Est-ce que les anciens arguments, Roland Altweg, on disait « bon, mais je peux produire trop peu d'électricité ou pas assez fréquemment », et ces anciens arguments, ils ne sont plus si présents que cela. Réponse « non ». Ils ne portent plus autant parce qu'il y a eu des progrès technologiques que l'on voit. Et ce qui m'a réjoui en voyant cette enquête, il y a une question par rapport à la fierté. Est-ce qu'on est fier de son investissement dans la technologie renouvelable? Et oui, les gens ont dit oui, très clairement. Ça, c'est un moteur très net. S'il y a du bouche à oreille, et si je dis j'ai investi dans une installation photovoltaïque, c'était bien, c'était une bonne décision, je me sens bien, je me sens à l'aise, je suis fière parce que je peux produire ma propre électricité. Ça, je pense que ce sont les arguments qui feront la différence. Et ça permet de casser ces anciens préjugés. Il y a 10 ans, c'était fréquent. Qu'en est-il de la qualité? Est-ce que les coûts ne sont pas trop élevés? Est-ce que la production électrique de ces cellules sont suffisantes? Est-ce que cette production est suffisante? Et aujourd'hui, c'est soutenu grâce à des possibilités de stockage. Je ne dois plus forcément consommer mon électricité produite tout de suite. Je peux stocker cette énergie, la consommer plus tard. Et grâce à ces early electrifiers, grâce à ces combinaisons de technologies, on a l'avenir déjà aujourd'hui et ça va connaître une croissance exponentielle. Oui, et Daniel Bücher, vous en avez parlé précédemment, cette fierté de faire la pub aussi pour cette technologie que l'on possède. Tout à fait. Et il y a 2 points. Les early electrifiers font que l'innovation incite les entreprises à miser sur l'innovation. Nous sommes un pays de PME. Si vous avez donc différentes installations renouvelables, donc pompes à chaleur, installations électrovoltaïques, panneaux solaires, il y a souvent des questions qui sont posées aux spécialistes électriciens. On dit comment faire plus? Souvent, les PME sont un peu dépassées, se disent « Ah, mais je dois moi aussi me renseigner ». Alors, il y en a certaines qui sont extrêmement novatrices, qui définissent de nouveaux modèles et qui disent « Voilà, on pourrait faire encore plus pour nos clients ». Les PME évoluent avec les clients et nos clients ont vraiment des exigences. C'est pour ça que ces early electrifiers sont extrêmement cruciaux parce qu'ils permettent aux entreprises, aux PME de développer des modèles, peut-être pas potentiellement applicables à l'ensemble de la société, mais quand même à une partie de la société. Ça, c'est important. C'est un rôle important des early electrifiers. Deuxième point, par rapport à eux, dans l'ensemble du système, on ne parle plus de consommateurs, on parle plutôt de prosumers, donc de producteurs-consommateurs. Et ce mélange, c'est quelque chose de nouveau et c'est crucial pour les décisions politiques. Les gens commencent maintenant à réfléchir encore plus à l'énergie. Je dirais que le citoyen lambda, il y a 20 ans, il pensait très peu à l'énergie. Et aujourd'hui, au contraire, les gens commencent à réfléchir à ces questions. Alors peut-être pas de façon aussi importante qu'on le souhaiterait, mais de plus en plus de gens se posent ces questions. Et ça nous aidera après, si on a une documentation pour les votations, les gens s'intéressent déjà, ont déjà des connaissances et ce sera moins sur base émotionnelle que les décisions seront prises, comme l'a dit M. Wustenhagen. Ce sera plus pour dire oui, j'ai déjà des infos, je sais à quoi ça va ressembler, je sais ce que ça peut me donner comme positif. Et ça, c'est vraiment central.
Ce sont des choses qui changent dans les maisons, dans les appartements, et les gens s'intéressent plus à ces thèmes. Tout à fait. Toutefois, il y a donc certains packages de réformes qui ont été enterrés. On n'en est pas encore là au point de dire on change tout. Réponse. On le voit au quotidien, on est ouvert à la nouveauté, on dit, on teste, on essaie. Mais vous le voyez peut-être dans le domaine du travail, si on dit, on a un nouvel appareil, est-ce que vous voulez tester? On dit oui. Mais maintenant, si on dit, il y a une nouvelle instruction, il faut que ça fonctionne ainsi et ainsi. Là, vous êtes un peu sceptique et vous vous dites, attendez, je ne veux pas perdre ce que j'avais, mes actifs. C'est la même chose, hein. Les gens sont ouverts à la nouveauté, mais dès qu'il y a ces incertitudes, ces inquiétudes, on est prudent, inquiet. On se dit, ah, de nouvelles règles, ah non, non, c'est un peu tôt, je suis pas prêt. On ne sait pas ce que ça va vouloir dire au quotidien. Et on est dans cette phase, justement. Ce n'est pas si négatif que cela, hein, même si il y a des non lors des votations. On n'a pas encore cette sécurité 100% et les gens ne disent pas encore on va dans cette direction. Les gens se posent encore des questions et là on est sceptique, on est prudent lorsqu'il y a de nouveaux engagements, de nouvelles règles. Bon, c'est triste, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut ce volontariat. Il faut donner des informations et on travaille avec les partenaires. Si je peux faire une petite page de pub, on a donc avec les banques Raiffeisen ce partenariat pour chauffer renouvelable. Ça, c'est très important. Nous sommes heureux d'avoir des partenariats. Les banques trouvent que c'est bien, que c'est la solution. C'est magnifique ce partenariat avec l'OFEN. Et ainsi, les gens vont être plus ouverts et donc vont peut-être avoir plus confiance dans l'avenir et ne vont pas seulement voir on dit non aux énergies fossiles et voilà, telles prescriptions sont intégrées. Merci beaucoup, oui, c'est intéressant. Alors maintenant, Rolf Wustenhagen, est-ce que ce serait mieux d'avoir ces incitations? J'aimerais reparler des émotions, si vous le permettez, parce qu'on le sait, sur la base donc des recherches au niveau du cerveau, décision rationnelle, décision émotionnelle, c'est quelque chose de très mineur qui fait la différence. Et là, pour le CO2, donc on a eu une base plutôt rationnelle, documentation pour le oui, et au contraire, le camp du non a parlé à l'émotionnel. Et on voit d'une part donc le oui, c'est factuel, le non, c'était émotionnel. On a vu, et comme le montrent les recherches, souvent ces émotions négatives, émotionnelles l'emportent. Mais là, ce qui est positif, c'est qu'on a ces émotions positives pour le renouvelable. Et on n'a plus, donc, d'une part, le manichéen, donc rationnel, oui, émotionnel négatif pour le non. Là, au contraire, on a maintenant le renouvelable qui est émotionnel, mais positif. Et ainsi, ça peut contrebalancer cet émotionnel négatif du camp contre le renouvelable. Très bien, donc il faut communiquer de façon émotionnelle et positive pour les énergies renouvelables, pour les installations solaires, etc. Maintenant, on a le photovoltaïque intégré au bâtiment. On l'a vu dans la vidéo, c'est rare encore, mais 80% des personnes trouvent que ce serait bien. Donc, on aurait de belles installations, ce serait bien, mais est-ce qu'on va dépenser de l'argent si c'est joli? Est-ce que ça suffit? Réponse, je pense que c'est la technologie qui va s'implanter. En Suisse orientale, j'ai vu 3-4 bâtiments qui ont complètement intégré ces systèmes dans la façade. Ça a l'air un peu spécial. Au début, on en parle. En tout cas, les gens sont intéressés. Moi, je me suis renseignée aussi parce que c'est tout nouveau, cette intégration. En Chine, on a même des revêtements de sol qui ont des cellules solaires intégrées. Je pense que la technologie, elle évolue et elle croît. L'optique, ça joue un grand rôle, d'une part, et l'utilisation par rapport au coût. Et lorsque l'on voit l'évolution des installations photovoltaïques ces dernières années, je pense que ça va devenir la norme au niveau des progrès technologiques, prix plus faibles, possibilité de stockage, plus la demande d'électrification avec la mobilité électrique. Je pense que c'est l'avenir, c'est clair.
Ça va devenir la norme, mais c'est quand même plus cher que les solutions classiques. Réponse, oui, c'est encore le cas, c'est encore cher, mais comme on l'a vu au niveau d'autres technologies, c'est juste une question de temps. On a les coudres unitaires qui vont baisser, et si en plus au niveau optique c'est beau, on l'a vu. Ce thème n'est pas vu comme quelque chose de d'hideux. Non, ça peut être très joli, et cette combinaison va faire la différence. Ça contrebalance tous les bâtiments ignobles et très très moches qui ont été construits par le passé. Tout à fait. Alors maintenant, au niveau privé, si on regarde le tableau de façon générale, si on regarde la Suisse avec la stratégie énergétique de 2050, supprimer les énergies fossiles, quelle est l'importance de ce secteur énergétique renouvelable? C'est de plus en plus important pour vous répondre. Ça croît année après année. On a une année record au niveau installation photovoltaïque, et on le sait au niveau de la perspective énergétique, ce sont des scénarios définis pour l'avenir. On sait qu'on aura besoin de beaucoup de photovoltaïque, on a encore de grands potentiels dans ce secteur. Et c'est là que l'on peut concrétiser ces potentiels aussi. Donc je pense que c'est un secteur clé, le secteur photovoltaïque, et nous sommes très fiers et très heureux que ça fonctionne bien. On dépend de cette réussite. On a besoin de nouvelles idées également. Ces installations intégrées dans les bâtiments proposent de belles solutions. C'est intégré, c'est l'optique, c'est important pour les propriétaires. Lorsque vous achetez une cuisine, vous ne dites pas seulement on doit avoir le meilleur return sur un investment. Non, on dit j'aime cette cuisine ou je ne l'aime pas. Lorsque l'on pense aux installations photovoltaïques, si on pouvait jouer sur les couleurs, si on pouvait donner un petit plus à l'esthétique du bâtiment, je pense que ça pourrait faire la différence parce que les gens auraient envie d'investir pour cette optique supplémentaire. Et ça, c'est bien pour le photovoltaïque et c'est central pour la stratégie énergétique. Stratégie énergétique qui a été adoptée par le peuple, contrairement à la loi sur le CO2 d'ailleurs. Pour clore, on voit qu'il y a cette prédisposition à agir au niveau formation, au niveau placement financier. La protection du climat est prépondérante. Alors au niveau politique, comment est-ce que je peux utiliser ces atouts? Comment est-ce que je peux communiquer de façon positive si on a de nouveau un projet de loi? Comment utiliser cette dynamique? Réponse, les émotions déjà. Il faut savoir que les décisions, elles n'ont pas seulement lieu au niveau cérébral, mais c'est aussi intuitif, émotionnel. Il faut l'utiliser. Pourquoi on en a besoin? Il faut le dire. Lors de notre baromètre client des énergies renouvelables, beaucoup de personnes ne savent pas que la Suisse est dépendante à hauteur de 75% des marchés étrangers pour l'énergie. Il faut le savoir et il faut le dire. Et c'est pourquoi on comprend alors plus pourquoi on a besoin d'action en la matière. Il faut aussi bien comprendre que ce n'est pas seulement à la politique d'agir. Je pense que je ne connais pas tous les détails du marché helvétique, mais on a bien vu tout ce qui s'était passé avec Volkswagen. Si on regarde les matchs de foot, je pense que la pub pour les véhicules électriques, par exemple, ça peut faire la différence. Ces interactions, mauvaise pub pour les entreprises qui polluent et au contraire pub positive pour les entreprises propres, ça peut faire la différence. Toutefois, on a besoin quand même de garde-fous de la politique. Tout à fait. Il s'agit d'interaction. Ce qu'il faut éviter, ce sont les décisions spontanées seulement. On a besoin de règles du jeu pour montrer à quoi doit ressembler l'avenir. Il faut une autonomie élevée. Comment puis-je concrétiser cette autonomie? Et là, c'est à la banque de faire la différence. La banque est proche de ses clients et de ses clientes. Il s'agit de planification à long terme. On ne veut pas faire d'erreur. Et la banque peut expliquer à ses clients, peut montrer voilà à quoi ressemblent les conditions cadres. Bien sûr, le législatif, ça joue son rôle, mais dans le cadre de ces conditions cadres, on peut évoluer, on a une marge de manœuvre et ainsi on n'aura pas de mauvaises surprises, on n'aura pas d'erreur en termes d'investissement. Et au niveau d'incitation, c'est possible, oui.
sur la base juridique maintenant, dans le cadre du droit, ces incitations en termes de communication. Est-ce que les early electrifiers peuvent faire la différence? On a pu dire, ouais, j'ai économisé tant d'énergie. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour les prochains projets de loi? Tout à fait, je le pense. Lorsque l'on écoute ce qui est dit, les gens, par exemple, avancent « Ah, j'ai pu payer moins d'impôts, j'ai pu économiser tant d'énergie et en plus, j'ai une subvention d'ici, de là. » Les cantons ont des systèmes un peu différents, c'est vrai, mais toute cette pub positive peut faire quelque chose. L'homme n'est pas non plus toujours un homo economicus. S'il reçoit une incitation, il ne va pas se demander est-ce que ça va rendre le dossier économique. Il s'agit de volonté, de souhait d'aller décrocher ces subventions. On se dit, bon, je choisis ce système et en plus j'ai des sous qui rentrent. Il ne faut pas le sous-estimer. C'est un peu comme une récompense. Certaines personnes ont besoin de cette récompense. J'agis bien, je fais le bien et je reçois une récompense. Il ne s'agit pas seulement de faire des petits calculs sur une fiche, mais de se dire, si je fais partie des premiers, des pionniers, j'ai cette récompense, cette reconnaissance. Et c'est important, il ne faut pas le sous-estimer lorsque l'on parle de ces primes. Mais peut-être que M. Wustenhagen voit les choses différemment. Ça joue un rôle dans les analyses et je pense que les politiques pourraient faire plus en la matière lorsqu'ils prennent des décisions. Peut-être qu'il faudrait agir plus, un peu plus, une petite goutte de plus. Oui, tout à fait. Et il ne s'agit pas seulement de motivation économique, ça a été très bien dit. On a le calcul, donc qui calcule le return on investment lorsqu'il choisit sa cuisine? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui le font. Il s'agit de concrétisation, il s'agit de voir qui on est, à quel groupe on appartient, qui suis-je quand j'achète telle chose, tel produit, telle installation et atteindre les objectifs au niveau de la société grâce à son comportement, ça peut faire la différence. Donc, j'ai hâte de voir quelles questions on a reçues en ligne. Je vois donc une première question. Comment donc peut-on motiver donc les propriétaires de logements à rénover leurs bâtiments, ensuite personnes qui vont louer leurs appartements? Comment motiver ces propriétaires de logements? Là, il y a un message caché. Si nous regardons la situation à l'heure actuelle, les prix du mazout augmentent et augmentent. On a des niveaux qu'on n'aurait jamais pu penser possibles. Même chose pour le gaz. Et je pense que cette tendance des prix accrus nous aide parce que si on peut faire des calculs économiques et si on voit que c'est rentable, ces énergies renouvelables, c'est pas seulement pertinent de remplacer une chaudière au mazout par une solution renouvelable, c'est rentable sur le long terme, c'est économique. Ça fait la différence. Et bien sûr, on est protégé, on ne fait pas de mauvais investissements. Et si tout à coup, justement, le législateur décide d'une interdiction, oui, ça peut changer la donne. Mais je pense que il faut penser au confort. Le chauffage, ça apporte du confort. Donc ça, il ne faut pas le sous-estimer. Et d'autre part, au niveau des calculs d'économie d'entreprise, ça peut faire la différence. Si vous êtes face à une telle décision, prenez du temps. Analysez votre situation, ça vaut la peine. Il ne s'agit pas seulement d'énergie, il s'agit de confort, il s'agit d'avenir et il s'agit aussi d'économie. Il ne faut pas l'oublier. Avez-vous quelque chose à ajouter? Donc moi, je suis locataire et cette question de l'équité et de la justice est important. Et au niveau de la protection du climat, ce sont les familles qui prennent ces décisions. Et la question, c'est toujours, est-ce que l'on veut surtout trouver une solution pour atteindre les objectifs climatiques ou est-ce qu'on a besoin d'incitation en tant que locataire pour choisir la meilleure solution? En plus, la réglementation, ça joue son rôle. Donc moi, je suis pragmatique et je dis protection climatique avant tout. Protection climatique, vous seriez sans doute d'accord, non? Oui, protection climatique. Toutefois, on peut réglementer
certaines choses lors de l'octroi de subventions. Par exemple, quelqu'un qui va recevoir de l'argent pour une rénovation énergétique, ça peut faire la différence. Lors des nouveaux calculs pour les loyers, ça pourrait être intégré. Il ne faut pas seulement penser aux nouveaux loyers, il faut penser à l'ensemble des bâtiments. Et ainsi, il ne faut pas que les locataires se sentent trompés. Alors, tromper, c'est un peu extrême, mais je pense qu'il faut motiver les locataires et les propriétaires. À Zurich, par exemple, si on rénove complètement son bâtiment, on reçoit des subventions. On peut motiver ainsi les propriétaires de logements. Malgré tout, on ne pourra pas résoudre tous les problèmes mondiaux juste avec des subventions. Ça ne serait pas la solution, la condition sine qua non selon moi. On l'a vu lors des votes, si vous me permettez. On ne peut pas résoudre les problèmes entre ville et campagne seulement avec la politique climatique. Il faut voir où sont les problèmes climatiques, là où il y a l'utilisation des énergies fossiles. Et si on pollue à cause de ces énergies, il devrait falloir payer. Il n'y a pas que la protection du climat, il y a l'ensemble de la donne. Et on ne pourra pas trouver des solutions à tout, mais une certaine modestie est de mise, et malgré tout, donc le tableau général pour trouver des solutions de façon ad hoc. Autre question en ligne? On parle beaucoup de ménages privés des investissements dans le solaire. Qu'en est-il maintenant d'instituts financiers comme Raiffeisen? Avec vos volumes de capitaux, vous avez un grand potentiel pour investir dans l'énergie solaire. Que faites-vous? Et si vous ne faites pas grand-chose, quels sont les obstacles? Réponse. Je pense qu'une grande entreprise comme Raiffeisen a des mandats variés. Bien sûr, en tant qu'entreprise, nous devons agir et nous le faisons pour les énergies renouvelables. On voit donc que dans les banques Raiffeisen, il y a donc classiquement des installations photovoltaïques. C'est déjà le présent. En plus, les investissements, la durabilité, c'est intégré dans nos fonds. On a transformé notre gamme de fonds récemment pour intégrer le renouvelable. On essaie d'augmenter la pression sur les autres entreprises. On essaie de montrer que la durabilité, ça joue un rôle central aujourd'hui. Et bien sûr, ça a un impact sur la politique climatique. Donc, on est acteur. On a cette responsabilité, nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'action, et d'autre part, ces éclaircissements, proposer des conseils aux clients avec la planification de la modernisation, on est très actifs. Au niveau des investissements plus respectueux de l'environnement ou plus d'investissements négatifs pour l'environnement, on remarque que, par exemple, les gens ont beaucoup évolué les 5-10 dernières années. Réponse, oui. Et par rapport aux banques, Raiffeisen est surtout une banque axée sur le marché domestique. Voyons également donc l'étranger, 62% des gens disent que malheureusement, nombre de banques investissent à l'étranger dans des projets fossiles et les gens sont contre. C'est un risque pour le secteur financier et pour l'économie suisse. On voit que Glasgow veut la suppression des énergies fossiles. N'oublions pas justement tous ces investissements à l'étranger qui sont effectués. Il ne faut pas l'oublier. Il faut bien gérer les risques. Oui, risques réputationnels aussi. Et fidélisation, acquisition de la clientèle, ça peut jouer un rôle central. Monsieur Bücher, il est important d'avoir le durable dans son portefeuille. Aussi, en tant qu'institut financier, c'est de plus en plus important. Mais maintenant, qui définit la durabilité? C'est un concept très vaste. Lorsque on peut exclure les groupes pétroliers, par exemple, mais est-ce qu'il y a des normes qui nous permettraient de dire, oui, voilà, il existe un label qui nous aide? Pour le portefeuille immobilier, tout à fait, il y en a un. Il s'agit d'un
examen que l'on peut faire, tout un chacun. On a cette évaluation PACTA. On peut faire une évaluation pour voir où on en est. Dans les autres secteurs, un peu moins. J'entends beaucoup de personnes qui me disent comment est-ce que je peux investir dans du durable. Chaque banque a des solutions différentes et dit voilà, ça c'est super, ça c'est moins bien. Mais c'est très difficile d'avoir un aperçu des règles et des solutions. Et là, je pense que les organisations faîtières doivent agir. L'Association suisse des banquiers est cruciale. Je vais avoir un entretien avec son directeur. Il faut que les clients aient cette transparence. Je ne pense pas que l'État doive tout prescrire. Il faut des critères transparents, ça c'est évident. Il faut montrer également les échelles, des systèmes assez simples. Voilà ce que ça veut dire. Vous l'avez peut-être vu au niveau du secteur des appareils. Si j'achète un appareil, je peux voir ce qu'il en est par rapport à l'efficacité énergétique. Et au niveau des placements, ça serait bien. Les clients cherchent de telles solutions. Ainsi, ils peuvent évaluer la situation de façon objective et peuvent dire, voilà, cette installation, telle est sa performance en termes de durabilité. Je pense que les personnes intéressées, même si elles ne sont pas si nombreuses que là, devraient avoir des solutions. Sustainability, on a cela chez Raiffeisen? Réponse, oui. On a notre approche qui a 20 ans. Entre-temps, on l'a remaniée régulièrement et on travaille avec une entreprise externe, InRate. Ils sont axés et ils sont spécialistes des investissements durables. Je pense que notre secteur bancaire a fait beaucoup de progrès. Avant, on avait seulement les critères d'exclusion. On avait par exemple donc l'exclusion des entreprises qui produisent des munitions ou encore le secteur de l'armement justement ou entreprises qui utilisent le travail des enfants. Maintenant au contraire c'est plus vaste. Il y a l'ESG, ces critères donc environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Au niveau de la durabilité, on peut évaluer les entreprises. Il n'y a pas certes encore de normes homogènes, il n'y a pas deux labels, un seul label. Bon, bien sûr, c'est un peu compliqué pour les clients. C'est vrai, je le comprends bien, puisque lorsque l'on parle de durabilité, le client, il ne va pas avoir un produit avec une étiquette durable. Je pense qu'on peut faire des progrès en la matière. Tout à fait. Autre question que l'on a reçue en ligne, très concrète. Nous avons complètement isolé notre maison. On a une pompe à chaleur et on a investi donc un montant à 6 chiffres. On a dû demander à un spécialiste de nous rédiger un certificat énergétique. Ce n'était pas possible qu'un profane nous aide. Ça nous a coûté 10% des mesures d'encouragement. Et quand est-ce que l'on va enfin faciliter la situation des propriétaires de maisons? Oui, Monsieur Bücher, ça serait intéressant. Donc, pour avoir un certificat énergétique, ça coûte très cher. Tout à fait, ça coûte cher. Au niveau des chiffres, je suis surpris parce que s'il s'agit d'une somme à 6 chiffres et si votre certificat énergétique vous coûte 10%, ça me semble beaucoup. Il y a donc le certificat d'efficacité énergétique des cantons, le CECB, qui coûte un nombre à 4 chiffres et on a tous les détails. Ça a été souhaité par les cantons. Si on souhaite faire une modernisation complète, il est important de faire cette estimation de départ. Comme vous l'avez dit dans la question, c'est complexe, c'est vrai. Et il est très important, lorsque l'on parle de modernisation complexe, il faut faire une définition de la situation initiale avant la modernisation. Et justement, on a ce certificat d'efficacité énergétique des cantons, le CECB, qui précise voilà où vous en êtes au niveau de votre bâtiment et voilà ce que vous pouvez faire. Et je peux donc définir les étapes, c'est clair, mais il faut cet aperçu général. Voilà la première étape à faire, voilà ce que je peux faire après et ce que je peux faire à la fin. Et justement, cette situation, c'est un peu comme un conseil spécialisé qui vous est donné. Et les cantons précisent avant que l'on distribue à tout va, excusez-moi l'expression, donc ces subventions, on veut ce certificat, on veut cette situation.
définie pour bien investir. Et si l'on investit beaucoup d'argent, si l'on fait cet encouragement et ensuite, au contraire, n'importe quoi a été fait, on aurait des problèmes. Donc, comprenez bien qu'il y ait justement cette évaluation des fonds d'encouragement. Et ça repose sur donc la rédaction d'un CECB. C'est en couple avec la subvention. Ainsi, le prix est justifié, c'est le juste prix et on voit quelles sont les offres et les solutions. On va prendre encore une question, si vous le permettez. Donc de notre online community. Aujourd'hui, donc on a les prestataires qui construisent surtout du renouvelable à l'étranger et on a des coûts inférieurs à la Suisse. Comment donc inverser la tendance pour ces entreprises donc, qui fournissent l'énergie? Merci. Donc la majorité trouve qu'il est pertinent qu'on ait des investissements à l'étranger, mais 94% disent donc qu'ils préféraient que les entreprises, les gros players du système du secteur d'approvisionnement énergétique, donc 94% des gens disent qu'il faudrait investir plus dans notre pays, ça serait pertinent. Il faut, selon moi, simplifier la donne, parce que pour de nombreux projets éoliens, on voit qu'il y a des recours au niveau des communes, au niveau des cantons, tout ça, ça dure, on a ces litiges, tous ces dossiers compliqués au niveau juridique, c'est retardé, donc il est légitime que, bien sûr, on puisse déposer un recours, il est légitime que l'on puisse checker son dossier, mais c'est dommage qu'il y ait 3 niveaux. On pourrait avoir des décisions plus rapides, on pourrait simplifier la situation. Et il est important de jouer au niveau donc des habitants, au niveau des développeurs de projets. Il faudrait accélérer la procédure pour donner envie d'investir chez nous. Oui, on a cette charge procédurale. C'est le plus gros problème, plus que les coûts, selon vous? Je pense que bien sûr, ça a un impact aussi sur les coûts. Si vous avez besoin de 10 ans pour réaliser votre installation solaire, il faut quand même payer les salaires, il faut faire des plans et encore des plans. On a des coûts et au bout d'un moment, c'est même plus rentable le projet solaire. C'est un facteur, c'est évident. Il faut dire encore que certaines entreprises énergétiques sous-estiment une partie des risques encourus à l'étranger. On a un investisseur, par exemple, en Norvège, donc une entreprise helvétique qui a investi en Norvège et qui a eu une décision surprenante des tribunaux norvégiens. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des risques non seulement en Suisse, mais aussi à l'étranger pour les prestataires d'énergie. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. C'était la dernière question à laquelle on allait répondre lors de cette séance en direct, mais on y répondra par écrit, n'ayez pas peur. Merci beaucoup de votre participation. On peut voir qu'il y a quand même une grande ouverture au sein de la grande population, du grand public, par rapport aux énergies renouvelables, plus que jamais, peut-on dire. Mais il faut quand même donc des exemples, il faut des étapes plus concrètes qui motivent les gens à bouger, à faire ce pas. Et quand on a pris cette décision d'investir dans le renouvelable, l'attitude générale change. On l'a vu au fil des dernières années, des 11 dernières années. Très rapidement, beaucoup de choses sont possibles. À quel point ? Eh bien, c'est l'année prochaine, qu'on le verra lors du 12e baromètre. Et entre-temps, puisqu'il s'agit d'un thème extrêmement important, un thème brûlant d'actualité. Merci beaucoup à nos 3 invités, Roland Altweg, Rolf Wustenhagen et Daniel Bücher depuis Lucerne. Merci beaucoup de cet entretien tout à fait passionnant qu'on a eu aujourd'hui. Et merci surtout, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous à la maison, parce que votre intérêt par rapport à ce thème, c'est ça qui fait la différence. Merci beaucoup de votre attention et magnifique journée à vous.